Je vais passer la parole à Édouard Simon. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Alors, c'est vrai qu'on est parti, on aboutit quand même à cette comparaison avec l'Autriche. Il y avait quand même une différence fondamentale, c'est que les peuples étaient sous une domination. Personne n'a forcé personne à rentrer dans l'Europe. Personne n'a forcé personne à s'engager sur ce qui était un corps de texte, de valeurs. Et donc, c'est vrai que ça change quand même fondamentalement les choses. On peut considérer que dans un mariage, on s'est trompé. Regardez, les Britanniques, ils divorcent et on partageait beaucoup de valeurs avec eux. Mais ça n'empêche pas que le cœur de ce qui avait été le projet européen se poursuive. Ça se poursuivra sans les Britanniques. Pourtant, ils partent avec des valeurs qui ont fondé l'Europe. Mais donc ça fait quand même une différence, à mon avis, fondamentale, à partir duquel il faut réinterroger les dynamiques historiques que vous avez décrites et qui sont, à mon avis, une présentation vraiment très originale, vraiment qui nous interpelle profondément. Alors, c'est à vous que je cède la parole maintenant. C'est à vous. Merci. Et je vous le livre. Merci beaucoup, Monsieur Kratchev. Et je suis très honoré d'avoir la lourde tâche d'être votre respondante aujourd'hui. Je suis un de vos grands lecteurs, un des grands admirateurs de votre pensée et de la précision et de l'acuité de vos analyses sur les fragilités européennes. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant d'avoir votre analyse dans le cadre de cette prestigieuse chaire sur les grands enjeux stratégiques contemporains qui se penche cette année sur l'affirmation stratégique des Européens. Pourquoi ? Parce que vous êtes un penseur de la fracture ou des fractures européennes et qu'il existe selon moi un lien indissociable entre une aspiration à la construction d'une forme de souveraineté européenne et à la question de la cohésion des Européens, qui est la question que vous traitez en négatif. Parce que souveraineté sans cohésion, on est face à un village Potemkin, et cohésion sans souveraineté, nous sommes devant un projet d'unification qui n'a pas de sens, et la souveraineté vient donner du sens à un projet de cohésion, d'unité, et c'est probablement un projet qui vient revitaliser un projet d'unité. Comme je suis issu de l'université française, j'ai bien sûr construit un plan en 3 parties que je vais tâcher d'être le plus bref possible. Mais je voudrais... Si l'évolution européenne pouvait aussi détruire notre plan en 3 parties, ce serait une bonne pas chose. Mal. Mais j'ai évité le plan en 2 parties, 2 sous-parties du juriste que je suis par ailleurs. Donc, voilà, allez-y, donc, pardonnez, c'est pédagogique pour tous les étudiants qui ne sont pas en vacances et qui sont là ce soir. Je vous remercie. Donc tout d'abord, vous offrez, je trouve, un brillant et lucide diagnostic de la crise européenne. D'abord en pointant le constat d'une faillite qui est la faillite d'une triple promesse, plus exactement. Et d'autre part, et vient derrière ce constat de la faillite d'une triple promesse, un constat sur une crise qui est sous-jacente, qui est majeure, qui est celle du projet européen lui-même. La faillite de cette triple promesse, en fait, c'est à la grille de lecture que vous proposez, qui est une grille de lecture sur l'effondrement progressif de ces 3 époques, de ces 3 Europes qui se sont construites successivement et sur lesquelles je ne reviendrai pas, et qui est une grille de lecture qui est tout à fait nourricière et qui permet d'avoir des analyses très convaincantes. À cette grille de lecture, je voudrais vous proposer d'en juxtaposer une autre qui, à mon avis, vient la reprendre, la recouper et peut-être aussi la compléter, puisque la triple promesse qui est à l'origine du projet européen, c'est celle de la sécurité, celle de la prospérité et celle de l'unité dans la diversité. La promesse de la sécurité, je ne vais pas y revenir, vous l'avez montré, vous êtes revenu déjà sur cette
promesse à travers l'Europe d'après-guerre, mais elle est aussi présente dans l'Europe de 89, puisque rejoindre l'Union européenne et l'OTAN, c'est aussi pour des raisons sécuritaires qu'une partie des États d'Europe centrale et orientale le font. Or, aujourd'hui, vous l'avez pointé, cette capacité à assurer la sécurité de l'Europe, elle est aujourd'hui en crise pour de nombreuses raisons, et notamment du fait de l'évolution du monde et du retour des puissances. Vous avez pointé à très juste raison l'importance de la crise ukrainienne. Pour moi, cette crise ramène deux problématiques au cœur du débat sécuritaire européen qui avait disparu justement avec la naissance des communautés européennes, qui sont la problématique des frontières et la problématique des minorités, et qui sont deux problématiques qui sont mortifères pour l'Europe en tant qu'espace et en tant que projet d'unité politique. La seconde promesse, c'est la promesse de la prospérité, et c'est la promesse initiale du marché commun, mais qui se retrouve revitalisée dans le courant des années 80 avec justement le plan des marchés uniques. Et je voudrais vous proposer une autre date. Vous proposez l'Europe d'après 1945, l'Europe de 1968, l'Europe de 89, et il me semble qu'il y a une Europe de 92. 92 est une date fondamentale dans la construction de l'Europe, pas tellement en tant qu'année, mais en tant qu'elle a été un projet. 92, c'est le projet de l'achèvement du marché intérieur, c'est le projet justement de la construction d'une monnaie unique, et in fine, c'est le projet aussi d'une unité politique. Or, aujourd'hui, on voit bien que cette Europe de 92, qui est l'Europe de Jacques Delors, et une certaine vision d'une Europe française, ou en tout cas d'une conception française, c'est l'époque à laquelle, je suis désolé pour mes compatriotes, mais la France avait encore une pensée de ce que devait être l'Europe et de ce que devait être la France en Europe. Eh bien, la crise financière est celle de la zone euro, et ça, vous le pointez tout à fait dans les différents écrits que vous produisez. C'est la crise du projet libéral, c'est la crise du modèle de l'Europe de 92, où le marché est finalement devenu une sorte de totem et de valeur en soi, et ce qui est aujourd'hui problématique justement avec ces deux crises. Vous soulignez d'ailleurs à quel point cet échec a un impact fort sur la montée en puissance, l'élaboration même d'un contre-modèle qui est illibéral, et ça je pense que vous avez tout à fait raison. D'autre part, l'absence de stratégie économique au niveau européen et les faibles résultats qu'a produit, de véritables stratégies économiques au niveau européen et les faibles résultats qu'ont pu produire typiquement la stratégie de Lisbonne ou la stratégie Europe 2020 sont aussi des trahisons de cette promesse de la prospérité. D'autant plus que, et c'est là où ça rejoint la troisième trahison, qui est la trahison de la promesse de la cohésion et d'une Europe unie, et en particulier de cette promesse de l'unité dans la diversité, qui est quand même la devise européenne, et qui est là un échec patent. Deux facteurs viennent, me semble-t-il, témoigner en tout cas, ou expliquer cet échec. D'une part, la dissociation entre l'économique et le social. On s'est dit globalement dans les années 80 que l'économique c'était l'Europe, le social c'était le national, et que ça allait nous permettre d'être performants au niveau mondial. L'histoire nous a montré que nous avons entretenu en fait une concurrence entre les Européens, et cette concurrence dont aujourd'hui certains à l'Ouest accusent l'Est de l'Europe, en fait c'est l'Ouest de l'Europe elle-même qui l'a construit. La concurrence sociale, la concurrence fiscale ont été construites avant 2004 et avant l'intégration des pays d'Europe centrale et orientale au sein de l'Union européenne. Donc il y a cette dissociation de l'économique et du social qui est particulièrement problématique, et par ailleurs, et ça aussi vous le soulignez très bien, les différentes crises et les pressions externes qui viennent
bousculer l'Europe, qui viennent bousculer très fortement l'Europe et qui s'imposent à l'Europe. On peut parler du retour des jeux des puissances. Vous avez consacré votre livre « Le destin de l'Europe » à la question des migrations et de la crise migratoire, en soulignant fort bien l'importance quasiment ontologique qu'avait cette crise pour le projet européen. Mais on peut parler aussi de la mondialisation, et d'ailleurs vous le faites dans Le destin de l'Europe, et j'ajouterai d'ailleurs les crises aussi que viennent renforcer la numérisation de l'économie et de nos sociétés. Eh bien, au départ, c'est peut-être là que naît la conscience aujourd'hui de l'identité européenne, c'est-à-dire que c'est face aux difficultés que nous impose le monde extérieur, les Européens, eh bien, pourquoi restent-ils ensemble? Parce qu'ils ont quelque part vaguement conscience qu'ils ne sont ni américains, ni chinois, ni russes, et que s'ils ne savent pas très bien ce qui les rassemble, en tout cas, ils savent ce qui les différencie du reste du monde. Mais si on se limite à cette définition de l'identité européenne, à moyen long terme, nous allons vers de sérieuses déconvenues, puisque nous sommes sur une définition en négative et donc par essence instable, et qui fait fi notamment du jeu des puissances. On pourrait parler du jeu des puissances américaines ou chinoises. Les routes de la soie fracturent aussi l'unité des Européens, en amenant d'ailleurs des solutions à certains problèmes que reconnaissent aujourd'hui certains pays d'Europe centrale et orientale, qui ne sont pas traités d'ailleurs par l'Europe. Et il faut se poser la question de comment est-ce qu'on peut traiter ces problématiques, et notamment et autrement, parce que, et ça vous le soulignez aussi parfaitement bien dans votre ouvrage sur le destin de l'Europe, ça vient antagoniser des fractures qui existent déjà en Europe, comme celles qui existent entre les gagnants et les perdants, ou plus exactement les perdants potentiels de la mondialisation, et qui est probablement ce qui menace aujourd'hui le plus la cohésion européenne. Il y a derrière ça, et on le sent bien dans votre exposé, une crise du projet européen. Que voulons-nous faire ensemble? Je mets au défi quiconque aujourd'hui de dire ce que nous voulons aujourd'hui partager entre Européens. Nous ne savons plus vraiment répondre à cette question. Et est-ce qu'on veut, et quelle Europe voulons-nous construire? Vous avez souligné tout à l'heure la situation actuelle avec les phénomènes d'émigration très importantes dans certains pays européens, l'Est de l'Europe, le centre de l'Europe, mais aussi le sud de l'Europe. Il faut étudier ces mouvements pour voir notamment où vont ces gens. Or, aujourd'hui, ces mouvements de population, qui sont des mouvements aussi de gens qui sont éduqués, qui sont capables, qui sont des forces de travail qui manquent aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, à leur pays d'origine et de formation, vont renforcer les économies aujourd'hui les plus avancées au sein de l'Union européenne. Or, aujourd'hui se pose la question, voulons-nous avoir ce type de construction européenne qui renforce les plus forts au détriment aujourd'hui des plus faibles? De la même façon, vous avez dit très justement que nous avons du mal à nous adapter au monde tel qu'il est aujourd'hui, et ce projet de civiliser la mondialisation qui est au cœur quelque part du projet européen, pose aujourd'hui problème quand justement le multilatéralisme est en reflux et que le hard power revient aussi fort. Vous offrez par ailleurs un regard d'une particulière acuité sur la manière dont ces crises elles se posent au sein de l'Europe de l'Europe centrale, qui est, et on ne peut que le regretter, qui est si mal connue en Europe de l'Ouest, et vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure. Vous soulignez à quel point ces crises se posent et ont une résonance particulière dans ces États du fait de leur histoire récente et de l'importance de l'URSS, de la sortie de l'URSS dans cette histoire récente, mais aussi ancienne, et on peut songer à l'histoire tragique de la Pologne ou au fait que la Hongrie a perdu une partie très significative de son territoire en 1919. Et comment, du coup, ne pas être convaincu par votre analyse sur cette imitation et cet impératif d'imitation, de normalité qui est à l'œuvre depuis effectivement 89 et dont vous soulignez fort bien qu'il est probablement à l'origine aujourd'hui de cette émergence d'un contre-modèle illibéral, avec cette conscience que finalement les vrais Européens
c'est nous, c'est-à-dire nous, l'Europe centrale et orientale, tout en sachant que cette conscience finalement, ou cette critique de l'Occident et de l'Europe de l'Ouest comme culturellement dévoyée, on le retrouve finalement dès les années 70, dès les années 80. Par exemple, chez Milan Kundera, dans son essai sur l'Occident kidnappé, c'est une idée qu'on retrouve déjà et qui revient très fort. Ce qui repose la question, en fait, du rapport des Européens à la culture. Et me semble-t-il, aujourd'hui, se pose cette question de la crise culturelle de l'Europe, de la crise de l'identité européenne qui vient de manière immanente aux différents problèmes que vous soulevez. Sur cette analyse qui est très fine, je trouve, de la manière dont les problèmes se posent dans l'Europe centrale, il me semble qu'il existe une responsabilité particulière aussi de la part de l'Europe occidentale, de l'Europe de l'Ouest, et en particulier, on pourrait parler de la tragédie de l'élargissement qui a été raté. L'élargissement de 2004 n'est pas un élargissement qui a été réussi. On peut se poser aujourd'hui la question, quand on voit certaines analyses de ce qui se passe en Europe centrale, si le rideau de fer a vraiment disparu. On a aujourd'hui une vision très largement déformée d'une Europe centrale qui est largement fantasmée, mais en miroir, il me semble aussi qu'il existe une vision fantasmée de ce qu'est ou de ce que n'est pas l'Europe occidentale au sein de certains pays, en tout cas de l'Europe centrale et orientale. Une vision déformée, et ces visions déformées qui se répondent, en fait, écrasent les spécificités nationales des États à l'Est comme à l'Ouest. Il y a en fait une très grande ignorance. Nous ne nous connaissons pas et nous n'avons pas fait l'effort de nous connaître. Qui, en France, qui est l'exemple que je connais le mieux, a fait l'effort véritablement à la fois de connaître, mais aussi d'enseigner la diversité culturelle de l'Europe centrale et orientale. Et ça, aujourd'hui, cette absence de connaissance de cette diversité culturelle est probablement un frein majeur au projet d'unité européen. Il me semble que malgré cette méconnaissance, ou plutôt en addition de cette méconnaissance mutuelle, certains problèmes se posent de manière différente dans les États, mais sont communs à l'Europe. Et on peut parler, alors je viendrai pas, je sais que je suis déjà trop long, mais la crise de la démocratie. Ça va permettre de répondre. On comprend que dans votre développement, il y a toute une série de questions qui sont posées indirectement. Tout à fait. Donc, okay. Mais je vais faire court pour finir, je vous promets. La crise de la démocratie, typiquement, n'est pas seulement un problème pour l'Europe centrale et orientale. Et d'ailleurs, le double standard qu'applique aujourd'hui une partie de l'Europe occidentale lorsqu'elle traite des problèmes démocratiques en Europe centrale est en soi une partie du problème. On ne peut pas ériger le modèle de démocratie libérale occidentale comme modèle en faisant l'économie de la crise qu'elle connaît aujourd'hui. Quand on regarde aujourd'hui la confiance qu'ont les citoyens, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit ailleurs dans l'Europe occidentale, envers les différentes institutions qui les représentent. On parle de l'éloignement de l'Europe des citoyens. On pourrait dire la même chose de l'éloignement de l'État de ses citoyens. Aujourd'hui, même l'échelon local, les maires, sont aujourd'hui touchés par ce mouvement de défiance des citoyens vis-à-vis de leurs représentants. Donc on ne peut pas faire l'économie aussi de la crise que connaît la démocratie représentative en Europe au sein de ces, disons, démocraties libérales dont font partie la France. D'ailleurs, quand on regarde la crise des Gilets jaunes et qu'on regarde une des seules revendications qui en est sortie, qui a été très largement partagée, elle n'est pas d'ordre économique, elle n'est pas d'ordre social, elle est d'ordre démocratique. On peut penser ce qu'on veut du référendum d'initiative citoyenne, mais c'est quand même très surprenant que sur un mouvement qui, au départ, part
d'un ras-le-bol fiscal, on arrive sur des revendications qui sont d'ordre de la démocratisation de la société. Donc il y a une réflexion globale au niveau européen de comment est-ce qu'on revitalise notre démocratie et ces valeurs qui fondent l'Europe, que nous devons faire en commun, et plutôt que de nous enfermer dans un face-à-face où pour les uns une Europe est dévoyée, pour les autres nous allons vers une Europe totalitaire ou fascisante, nous devons traiter en commun ces problématiques et voir ce que nous pouvons partager. C'est là ma conviction. Vous proposez des pistes de sortie de crise qui sont intéressantes, et notamment, je pense que celle sur ce que vous dites, il faut prendre au sérieux les populistes, et je pense que vous avez 1000 fois raison. Il faut intégrer. Est-ce qu'il faut intégrer après les idées de l'extrême droite ou répondre aux problèmes qui sont sous-jacents et auxquels viennent apporter une réponse ces mouvements de l'extrême droite? Je pense qu'il y a un débat qu'il faut que nous ayons pour voir. Et justement, vous allez l'avoir, ce débat. Donc, parce que je pense que c'est bien que vous échangez l'un et l'autre. Moi, il y avait dans le livre qu'on a cité, c'est dommage, je trouve que c'est pas le titre, vous auriez dû discuter avec votre éditeur parce que le titre en anglais est mieux. Mais vous reprenez les analyses de Dani Rodrik, qui est plutôt un économiste, et vous le transplantez sur le terrain politique, et lui remarquait pour dire il ne peut pas y avoir à la fois globalisation et démocratisation. D'une certaine manière, soit c'est un modèle protectionniste qui vient protéger la démocratie, soit c'est un modèle d'intégration mondiale, mais à ce moment-là, il déstructure profondément la démocratie. Et c'est ce que vous disiez là, notamment dans votre réflexion, puis ensuite en la poussant sur les Gilets jaunes. C'est vrai qu'on a vu l'impact économique du protectionnisme, mais ce débat entre protectionnisme et démocratie, là, on le voit bien à travers toutes ces crises. Il y a un deuxième point aussi dans votre livre, et après je vais vous laisser discuter entre vous, et qui m'avait frappé, c'est dans les analyses des crises. On dit qu'il y a une espèce que le projet européen s'est défait, vous l'avez dit vous-même, sur peut-être la crise transatlantique de 2003 sur l'Irak, sans doute plus vraisemblablement sur la crise de 2005, sur le projet constitutionnel, sur la crise de 2008. Mais là où vous dites que ces crises n'ont pas été vécues du tout de la même manière, la crise, vous montrez bien que, par exemple, la crise de l'euro est surtout une crise nord-sud. Alors, je ne sais pas où la France se situe dans votre esprit, mais vous nous le direz. On peut avoir une idée. La crise liée post-Ukraine, etc., c'est clair que c'est une crise de Est-Ouest, enfin sur l'appréciation de la menace, pour les uns le terrorisme plutôt, pour les autres plutôt la menace russe. Le Brexit, c'est une problématique d'appartenance ou de non-appartenance à l'Europe. Bref, et à chaque fois, on a l'impression qu'il y a se superposent sur ces crises des lignes de fracture. Et ça, j'avais trouvé ça aussi très intéressant. Alors, vous répondez, et ensuite vous répondez l'un à l'autre. C'est le mieux. Ivan. Merci beaucoup pour vos remarques. Avant d'en revenir à la conversation qui nous occupe, trois arguments que je voulais soulever qui ont été évoqués par le débat. C'est une grande tentation. On essaye, pour toutes les crises que l'on voit maintenant en tant que société, d'en parler comme étant la crise de l'Union européenne. Bon, écoutez, les États-Unis ne sont pas membres de l'Union européenne, que je sache, et ils ont un problème avec la démocratie, de toute évidence. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de faire le distinguo entre le genre de problème auquel on est confronté, de voir ceux qui sont vraiment liés à l'Union européenne, sa structure même à laquelle nous appartenons, et ceux qui sont vraiment typiques des démocraties occidentales. Et puis le troisième niveau, c'est ce qui est commun aux sociétés mondiales et à la mondialisation, peu importe qu'elles soient démocratiques ou pas. Parce que, par exemple, la migration, c'est un problème qui n'est pas... ne suit pas ses lignes. Le deuxième plus grand pays destinataire après les États-Unis de migrants, c'est la Russie. Et puis... il y a une caractéristique des partis à droite. Ils insistent tous sur la primauté de la politique sur l'économie. Et si vous regardez le populisme de gauche et celui de droite, là où ils sont différents, c'est qu'il y a le populisme à la Podemos, au sud, qui dit « les élites nous disent
on ne peut rien faire contre le marché, il y a un marché mondial, les États ne peuvent rien faire, il y a l'euro, il y a l'Union européenne, on ne peut rien faire. Mais bon, voyez-vous, même si c'est vrai, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on va voter pour des personnes qui vous promettent qu'ils ne peuvent rien faire. Et ça, c'est la faiblesse de leur position. Si avant, les gouvernements promettaient des choses qu'ils ne pouvaient jamais accomplir, là, je crois qu'autour de la crise financière, il y a eu une concurrence vraiment dans l'impuissance. Les gouvernements essayaient de se battre avec les promesses qu'ils ne pouvaient pas réaliser. Donc la population avait l'impression que c'était une trahison, que la politique était vidée de sa substance. Je me rappelle qu'il y avait un mur au Brésil où quelqu'un avait écrit « Je veux qu'on me promette quelque chose ». Et puis ensuite, il y a le populisme de droite, et là, c'est la même chose avec la migration. On nous dit tous, les élites nous disent qu'on ne peut rien faire contre l'immigration, c'est un monde mondialisé, il y a la circulation des peuples et on ne peut rien y faire. Mais bon, si on ne peut rien faire, pourquoi est-ce que votre parti existe? Et là, je ne crois pas que la primauté de la politique soit si importante, parce que ce que l'Europe ne peut pas faire, c'est oublier tout cela. Et puis, la faiblesse de ce mouvement est tout à fait claire. En voyant les gilets jaunes de là où je suis, ils sont tout à fait spécifiques parce que ça se passe en France. Et puis les gens voient cela en France, mais ça se passe dans presque tous les pays un petit peu. Et ce qui est important avec ce mouvement, c'est que les gens vont dans la rue et ça n'est pas simplement qu'ils ne font pas confiance aux élites, ils font confiance à tous ceux qui veulent s'exprimer en leur nom. Ils ne peuvent pas déléguer. Ça, c'est leur force et leur faiblesse. Et puis ensuite, il y a cette idée magique des référendums, mais le problème avec les référendums, c'est qu'on aime bien les référendums, mais on ne va pas y voter. Et pour vous donner des données sur la Bulgarie, il y a eu une énorme vague de manifestations en 2013 avec des centaines de milliers de personnes dans les rues pour des raisons très concrètes et légitimes. Et 70% de la population disait qu'ils voulaient des élections anticipées. La majorité de ces gens ont dit qu'ils n'allaient pas voter de toute façon parce qu'il n'y avait personne pour lesquels ils pourraient voter. Ça, c'est une crise qui est bien plus profonde et qu'il est important de comprendre. Et l'autre histoire derrière ces différences, quand on en parle, il y a une différence que j'aurais dû évoquer et que je n'ai pas fait. Ça, c'est 68, une résonance tout à fait différente entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. En Europe de l'Ouest, 68, c'était les droits individuels, les droits des minorités, de différents types de minorités, pas simplement ethniques, mais aussi sexuels. Dans les PECO, c'était les droits de la nation, la souveraineté. La Tchécoslovaquie contre les Soviétiques. Les Polonais contre les Soviétiques. Donc c'était un mouvement très souverainiste. Et donc de composition bien plus nationaliste. Et je dis ça c'est mon dernier argument. Là, il y a un problème dans l'imitation. Bon, ça, bien sûr, c'est un choix de ce point de vue. Ce n'est pas du tout comparable aux Habsbourg ou aux Soviétiques. Mais ce qui est important ici, c'est que l'imitation pour les pays d'Europe centrale et orientale, c'était l'imitation de l'Allemagne. Et là, il y a un débat important, mais qui devrait avoir lieu aussi en France et aussi en absence d'étrangers. Mais ce qui est important, c'est de voir dans quelle mesure la France ne s'intéresse pas au PECO. Ça, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, toutes les différentes strates de la population française, ce n'est pas que ce soit négatif, mais je ne crois pas que dans l'imaginaire politique de l'élite politique française, l'Europe centrale existe tout à fait. Elle est là sans être là. Si vous comparez la France et l'Allemagne, c'est complètement différent. Et ça, c'est très étrange, parce que quand on parle des connaissances, certains de nos meilleurs étudiants sont diplômés d'ici. Il y a beaucoup de Hongrois, de Polonais, de Roumains en particulier, tout le monde. Donc, on peut avoir autant de connaissances qu'on le veut de ces pays. Mais de façon tout à fait bizarre, je ne sais pas pourquoi, quand il y a eu cet approfondissement, cet élargissement, dans l'imaginaire politique, la France en est restée à l'approfondissement sans l'élargissement. Et c'est pour ça que c'est resté important. Et là, on en revient à l'imitation de l'Allemagne. L'imitation de l'Allemagne, c'est quelque chose qui est difficile dans les PECO. Là, je vais évoquer simplement 3 phénomènes importants. Premièrement, le nationalisme.
vu l'histoire spécifique de l'Allemagne pendant le XXe siècle, toutes sortes de teintes nationalistes en Allemagne, c'est une catastrophe. On pénalise quasiment tout type de discours nationaliste. Ça fait partie de l'identité ouest-allemande et ce n'est pas facile à suivre pour les pays d'Europe centrale et orientale parce que pour des pays comme la Pologne ou d'autres, ils pensent qu'ils ont résisté à Hitler, à Staline, donc ils voient leur nationalisme de façon tout à fait différente. Et moi j'ai un ami bulgare qui est artiste conceptuel et à mon avis, il a produit une image magnifique du point de vue de l'histoire selon Bruxelles. Selon lui, il a fait un collage de Friedrich le Grand, de ce magnifique à Unter den Linden, et Frédéric le Grand est à cheval. Donc, il a retiré Frédéric le Grand et il ne reste plus que le cheval. Et il dit que s'il faut retirer tous les personnages, les grandes figures nationales, il ne restera plus que des chevaux et plus les statues. Et donc, cela montre bien toute la mobilisation nationaliste qu'il y a eu dans la résistance à l'Empire. Et puis ensuite, quand Hitler est arrivé au pouvoir, il n'a pas pu monopoliser la Cour constitutionnelle et la Banque centrale, alors que les institutions non élues étaient vues comme des contraintes au vote du peuple. Et donc, par exemple, quand M. Kaczynski, qui est l'homme fort du gouvernement polonais, même s'il n'est pas au gouvernement, il a dit que, bon, on nous parle de séparation des pouvoirs. Vous savez ce que c'est la séparation des pouvoirs ? Ça, c'est l'alibi pour que le gouvernement dise aux gens pourquoi ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils avaient promis de faire. Ça, c'est une tradition complètement différente où l'idée de la souveraineté est tout à fait liée à l'exécutif. Et troisième phénomène important, d'une certaine façon, l'Europe de l'Est était très enthousiaste pour imiter l'Ouest de la guerre froide qui a disparu dès que l'Europe de l'Est a commencé à l'imiter, pour de bonnes raisons. Pour les Polonais conservateurs, ils aimaient bien l'Ouest parce que l'Ouest croyait à Dieu. Et donc, quand ils ont commencé à les imiter, l'Ouest a arrêté de croire. Je dis cela parce que ce genre de difficulté culturelle existe pour de vrai. Et le problème, en partie, avec ces mouvements, c'est que je ne crois pas qu'il y ait d'idéologie claire. On a parlé des partis d'extrême droite. C'est facile de dire qu'on est contre l'immigration, mais j'aimerais bien voir M. Salvini et M. Orban se mettre d'accord sur ce qu'ils vont faire sur les migrants qui passent par l'Italie. L'un est contre... Ils sont tous les deux contre l'immigration, mais l'un veut que les migrants quittent l'Italie et l'autre veut qu'ils y restent. Donc, et là, j'en viens à mon dernier point. On parlait de la désintégration et d'autres. Il y a un problème de désintégration lié à la Russie. J'ai passé pas mal de temps à étudier la Russie. J'ai rencontré probablement plus d'officiels russes que la campagne électorale de Trump. Mais pour nous, le problème, c'est que la comparaison entre l'Union européenne et l'Union soviétique n'a pas de sens parce que politiquement, ce sont des projets complètement différents. Mais pour les Russes, ils ont tendance à réfléchir à l'aune de cette analogie et à agir à l'aune de cette analogie. Parce que pour eux, c'est une sorte de revanche historique. Pourquoi est-ce que nous nous effondrons et pourquoi vous survivez? Et donc, ils vont faire des choses sur la base de l'hypothèse que c'est une nécessité historique. Mais ça a des conséquences. Et la deuxième chose qui est tout à fait liée à cela, c'est que l'Union européenne est fondée sur l'idée de budget dur et de frontières douces. L'Union européenne était la seule grande puissance au monde qui, au début du XXIe siècle, ne connaissait pas ses frontières. Nous, on a toujours eu des frontières avec de futurs membres. Et c'était très important. Parce que cette douceur, pour ainsi dire, de nos frontières européennes, ça faisait partie de notre soft power. Et donc là, je crois que la France était différente. C'est dans le débat français, l'idée des frontières définitives de l'Europe a toujours été une question. Mais maintenant, alors qu'on est confronté à la question des frontières définitives, eh bien, c'est une question très difficile parce que pour différentes parties de l'Europe s'achève en des endroits différents. Parce que paradoxalement, personne ne souhaite être à la frontière extérieure de l'Europe.
Et là, je suis convaincu que c'est un débat important. Et là, on en revient à cette histoire. Je n'ai pas peur. Et là, on en vient, on va parler du livre. Il est vu comme plus pessimiste qu'il ne l'est vraiment. Nous, Bulgares, on n'est pas vraiment vus comme des optimistes. Mais en fait, j'ai été dégoûté par cet optimisme fondé sur rien d'autre, et donc les gens disaient bon, ça ne va pas se passer parce que ça ne doit pas se passer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui n'auraient pas dû se passer. Le véritable risque pour l'Europe, c'est que les forces armées européennes, n'est pas que les forces armées européennes doivent gagner, mais il pourrait y avoir des accidents où les gouvernements vont se couvrir contre l'Union européenne parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer. Donc on essaie de faire certaines choses pour se positionner mieux que d'autres si jamais quelque chose devait aller de travers. Et on peut déjà voir les prémices de ça. On parle de maintenir l'unité sur certaines questions, et sur le Brexit, il est admirable de voir ce qu'ont pu faire les Européens. Mais sur les sanctions russes, à vrai dire, j'ai été surpris de voir combien de temps les Européens ont pu les maintenir. Mais sur la Chine, on a vraiment pu réussir à le faire. Les Russes n'ont pas pu rompre notre unité, mais pour la Chine, la Hongrie et la Grèce ont exprimé leur veto à une position commune sur la Chine. Et donc, le résultat est que, bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc ça, pour moi, ça va être le grand défi pour que l'Union européenne puisse avancer. En gros, il faut que tout le monde croie que c'est vraiment la seule marche à suivre. Si certains États décident de se couvrir institutionnellement, l'Union européenne est organisée de telle façon qu'une minorité puisse facilement bloquer une décision. Et c'est l'attrait institutionnel de l'Union européenne, mais c'est son grand facteur de vulnérabilité. Edouard, une réaction, puis après je passe la parole à la salle. Courte. Alors, très courte. C'est pas drôle. Hein. Je reviendrai juste sur un seul point, c'est promis, sur lequel vous avez insisté, c'est effectivement le discours qu'on retrouve chez les populistes de droite et de gauche, mais même probablement au-delà, sur la question du rapport entre politique et économique, et finalement en fait sur justement la crise de la puissance publique et du pouvoir politique à réguler la chose économique avec cet exemple de la mondialisation financière qui est perçue comme incontrôlable, et à tel point qu'on a des structures qui sont aujourd'hui probablement des États, c'est ce que je lisais dans la presse anglo-saxonne il y a quelques jours, mais qui sont devenus too big to fail. Et cette incapacité du politique à reprendre, à changer le cours des vies, donc à pouvoir répondre aux préoccupations des gens, elle est probablement là le principal problème auquel nous devons répondre. Et quand il y a un ouvrage qui est sorti récemment sur la question des inégalités qui montrait que écrit par l'ancien chief économiste de la Banque mondiale, je crois, qui montrait que la partie de la population mondiale qui a vu le moins ses revenus augmenter ou ses revenus stagner ou diminuer ces 30 dernières années, c'est la classe moyenne des pays développés. C'est la classe moyenne européenne, c'est la classe moyenne américaine, et c'est ces gens, en fait, qui font partie de la majorité et qui ont aujourd'hui, mais qui ont peur de ne plus avoir demain, et qui ne sont pas les perdants de la mondialisation, ce n'est pas les gens qui ont perdu leur usine, qui est partie s'installer ailleurs dans un pays à bas coût, mais c'est des gens qui se sentent menacés comme étant les futurs perdants de la mondialisation ou de la numérisation du monde, parce que la numérisation, ça va aussi amener des chocs dans l'organisation sociale qu'il faudra gérer, et qu'aujourd'hui, force est de constater que nous n'anticipons pas. Donc cette question de la primauté du politique et de la capacité du politique à réguler l'économique, le social, et donc à réarticuler les différents niveaux d'organisation de la vie de ses concitoyens est hautement problématique et un défi qui se pose aujourd'hui aux Européens, mais vous l'avez dit aussi aux Américains et ailleurs dans le monde. Sur cette question, je pense que la question de la migration,
il va falloir la traiter. Enfin, c'est le sujet de votre livre, Le destin de l'Europe. Crise majeure, s'il en est effectivement, parce qu'elle touche à la question principale de ce qu'est l'Europe, c'est ce projet de mobilité. Vous montrez bien en quel point aujourd'hui la question de la mobilité est devenue un facteur d'opposition et de fracture entre les peuples, les gens de quelque part et les gens de nulle part, hein, pour reprendre cette expression qui est maintenant un peu éculée. Mais il faut aussi admettre que sur les questions de migration, on ne peut plus se concentrer de migration et de démographie, parce que les deux sont liés et vous faites le lien. On ne peut plus se contenter de dire la population européenne vieillit et réduit, et c'est pas grave, on va aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs pour venir travailler en Europe et venir payer nos retraites, venir payer nos systèmes de santé, nos systèmes de protection sociale. Cette réponse qui est une réponse technocratique, qui ne se pose pas la question aussi de comment est-ce qu'on va faire pour intégrer ces personnes qu'on va faire venir dans le tissu économique, dans le tissu social, aujourd'hui est hautement problématique, probablement plus problématique dans un pays comme la France, dans lequel il y a une sorte de grande impensée sur la question de l'intégration des réfugiés et des migrants économiques, qu'en Allemagne, sur lequel il y a des efforts très importants et des investissements massifs qui sont faits, parce que c'est la dimension qu'on ne voit pas, c'est que pour que l'intégration réussisse, on a besoin d'investir dans les gens, dans ces hommes et dans ces femmes.